Bonjour à vous, toutes et tous. Voilà. Merci d'être là pour cette leçon. Et il y a Patricia qui nous rejoint aussi. Bonjour Patricia. Ok. Alors, on va poursuivre avec le même support que celui de la dernière fois. Tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Donc, ça ne servait à rien de le vocabulaire est quand même massif. Donc, bon, même si on est bien d'accord, il n'y a pas besoin largement de tout apprendre par cœur, c'est pas le but. Géraldine qui nous rejoint, bonjour Géraldine. Mais surtout pour nous, ben, ce qui compte, c'est l'apprentissage de la structure de l'analyse. On va commencer avec une prise de refuge et puis ensuite on se lance dans cette leçon. Alors, Sangye chu tong tsoge cho namla chung chung paratu dani kyabso chen dagi jin tsoge pe sunam ki rola penchir sangye ro paraisho. Ok, je viens de fermer vos micros, mais vous pouvez les rouvrir dès que vous le souhaitez, évidemment, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors peut-être avant de commencer tout de suite avec des explications, éventuellement un petit retour sur votre travail durant cette semaine, là où vous en êtes, comment vous le sentez, s'il y a des questions qui se posent, sur quoi vous butez, au contraire sur quoi vous progressez, donc vos bonheurs et malheurs, on va dire, dans le domaine du tibétain. Qu'on fasse un petit point avant. Je vous écoute. Non, moi je t'avais envoyé un message, Jean-Marc, concernant la prise de refuge. Justement, j'ai essayé de travailler là-dessus, sur Ah la oui. structuration de la prière de refuge. Mais voilà, j'ai essayé, mais bon, Mhm. ouais, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait des documents. Je sais que Oui, les. il faut que je te donne ça. J'ai pas eu le temps de traiter ta demande. Mais oui, en fait, tu peux même déjà trouver euh, euh, pas mal de choses en tout cas en termes de replay, dans les leçons sur le groupe Chenrezi. Les replays sont toujours accessibles. Euh, Mhm. Tout simplement, tu prends le début des leçons. Alors bon, là c'était un cours apprentissage de la lecture, donc évidemment, au départ, il y aura peut-être des tas de choses que tu sais déjà. Mhm. Mais Oui. après, il y a l'analyse de la prière. Ouais, sinon, si une fois ça vous intéresse, on peut aussi très bien se donner un temps. On n'est pas obligé de rester collé à ce sutra, hein, là, il n'y a pas de doute. Si ça convient aux autres, on peut aussi se donner une possibilité de voir ces prières, vu qu'on la récite tout le temps. C'est tout à fait juste. Sangye che tang tso gi cho nam la. En plus, grammaticalement, elle est très intéressante. Hein. Sangye che tang tso. Hein, on a le tang, tso, ki, cho, on a un génitif. Nam, la, on a un oblique. Quoi. Voilà, mais si vous voulez, on peut regarder ça une fois ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'intéresse aussi. Elle est utile. Ok, très bien. De toute façon, quel que soit le texte sur lequel on travaille, c'est toujours bon à prendre, hein, parce que finalement, c'est un peu le principe de ce sutra. Ce sutra, on le prend, voilà, comme ça, c'est un prétexte, d'une certaine manière. Bon, le sens est vraiment intéressant, mais on prendrait n'importe quel autre texte, ça ferait l'affaire, vu que le but, c'est quand même de développer la compréhension de la grammaire et de la structure du texte. C'est clair. Ok. Un autre petit retour sur là où vous en êtes, les questions que vous avez, les doutes, les certitudes ou plaisirs. Dans mon cas, moi je veux bien. Bien sûr, Euh, c'est toujours utile. Dans mon cas, j'ai du mal à apprendre, parce que j'essaye d'apprendre le vocabulaire par cœur au fur et à Mhm, mesure. mhm. Et là, avec tous les adverbes, je me prends la tête, j'y arrive pas, ça rentre pas. D'accord, ok, très bien. Euh, Normal, je pense que ça va prendre un bon petit moment quand même. Ce qui va aider, alors déjà, tu peux tout à fait te dire que c'est normal, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Et il y a un deuxième point important, c'est le pourquoi. Et je pense que le pourquoi, ça vient du fait que, à un moment donné, ça va nous être très utile de pouvoir faire des liens entre les différents mots. Pourquoi? Parce que souvent ici, en plus, on a, imaginons, là on le voit à l'écran, on a, euh, attends,
que l'on voit le pointeur. Voilà. On a Sogmepa, par exemple. Hein. Et Sogmepa, c'est So et Mepa. Et en fait, on est face à des associations d'idées. Vu que le tibétain est une langue monosyllabique, donc évidemment, on peut créer plein de mots à l'aide d'autres mots, tout le temps. Donc, ce qui va nous être très utile, c'est quand on peut isoler un mot, par exemple so. Là, je ne vous les ai pas présentés sous forme isolée. Je vous les ai présentés tels qu'ils sont. Par exemple, inanimé, sogmepa. Mais sogmepa, ça veut clairement dire mepa, il n'y a pas. Et so, c'est la vie, c'est le principe vital. Alors, c'est ça qui va nous aider. C'est qu'au bout d'un moment, on connaît quelques mots et on fait des liens. On dit, ah ouais, d'accord, soarikpa, la science médicale. Ah oui, ah ok, la vie ou l'existence. Et c'est ça qui va nous aider. Donc au début, quand on arrive sur ce genre de liste de vocabulaire, c'est pour ça que je vous rassure tout de suite en vous disant, évidemment, si on se donne comme objectif de les apprendre par cœur, ça va être vraiment compliqué. Mais, par contre, ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est de faire dans le vocabulaire même des petits repères. Par exemple, si on apprenait juste so, ça serait déjà vraiment bien. Admettons. Ou si on repère mais pas, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, la compréhension du vocabulaire, elle va venir d'elle-même, je pense. C'est-à-dire que justement, elle va venir quand on est en possibilité de créer des liens entre les différents mots qu'on a vus dans différents contextes. Mais de but en blanc, c'est pas toujours évident. Parce qu'il nous manque justement ce contexte. Quand on l'a, on pourrait dire que c'est même facilitant. Parce que tu vois, so mais pas, tu dis, ah oui, d'accord, comme so, ah oui, so mais pas. Donc ça te crée un moyen mnémotechnique, on pourrait dire automatique. Mais quand tu l'as pas, c'est un peu comme si de but en blanc, tu devais tout apprendre d'un coup. Et donc c'est plus difficile au début. C'est pour ça que c'est normal. Oui, Fabien? Ouais, c'est vraiment normal. Fabien, tu voulais dire? Oui, oui, que quand on le voit comme ça, finalement, inanimé, c'est sans vie, en fait. Donc, Mhm. c'est ça qui est. Moi, c'est une décision d'appeler ça inanimé, c'est pas forcément Exactement. C'est pas forcément juste. texte. Parce que, aussi, je me disais, la leçon précédente, on avait vu donc l'utilisation du rat, Mhm. pour justement Mhm. donner des mots. Donc, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, Mhm. deux choses bien séparées, vie et sang. Complètement. Complètement. Tout à fait. C'est pour ça que là, ça nous fait reprendre l'éternel sujet qu'on n'épuisera jamais, qui consiste à dire, souvenez-vous que notre but, notre travail, en fait, notre but, je sais pas, mais disons, notre travail consiste à comprendre la structure du tibétain. Ce n'est pas encore de traduire. Parce que traduire, ça veut dire qu'à partir du tibétain, on a une trouvaille, bonne ou mauvaise. La trouvaille, c'est de dire que tiens, pourquoi pas appeler ça inanimé. Ouais, mais on pourrait dire sans vie. Parce que les contextes des mots, ils sont très particuliers. Étant donné que, et en français comme en tibétain. So, c'est le souffle vital, par exemple. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souffle vital. Souffle vital, c'est différent que l'existence, par exemple, de quelqu'un de so, ça pourrait faire penser à la vitalité, par exemple. Hein. Donc quand on dit so mais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. Mais inanimé, on peut avoir une vie et être inanimé. Hein. Si on est dans un état d'inanimation, par exemple, on va être réanimé. Inanimé, ça peut aussi faire penser à ça en français. Il y a une connotation. Ça bouge pas. Inanimé, ça bouge pas. Hein, il peut y avoir cette connotation-là. C'est pour ça que le passage du tibétain au français est toujours délicat, parce que ça veut dire qu'on rentre dans un autre monde mental, dans un autre monde de représentation. Et c'est pour ça que c'est presque un travail différent. Notre travail pour l'instant, c'est de bien comprendre la structure du tibétain. Je vous rappelle que la traduction qui vous est donnée ici, c'est celle de Philippe Cornu, qui est une très bonne traduction au demeurant, mais qui reste une proposition. On pourrait traduire ça autrement. Forcément. Parce que, pour l'instant, on n'est pas encore complètement d'accord sur le sens de so ou mais pas. Et les Tibétains, ils ont mis des siècles à s'accorder à ça. Oui, bien sûr, Claire.
donc inanimé, ensuite privé de vie, Mhm. et c'est sans vie, Ouais, pour reprendre à ce que disait Fabien. En bien fait, c'est sûr. peut-être pour cette raison que le choix de ce mot en français a été utilisé pour Complètement. éviter de se répéter, surtout que Complètement. je ne Complètement. vois pas la suite, voilà, mais Eh oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que le traducteur qui se retrouve, ou la traductrice qui se retrouve face à ces deux mots, il a voilà. so mais pas et so tangchelwa. Et c'est compliqué. Il faut qu'il trouve un moyen. Donc c'est pour ça que j'appelle ça des trouvailles. Et il y a des bonnes trouvailles. Puis alors, des fois, il y a, en travaillant les textes comme ça, parfois je vois des trucs, je me dis, mais waouh, comment il a trouvé ça? C'est-à-dire qu'il y a vraiment des trouvailles géniales. Il y a vraiment des fois où on peut se dire, alors là, c'est très très fort, quoi. Parce qu'il y a vraiment des super trouvailles. Puis parfois, tu te dis, Ouais. ça le fait pas, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment limite. Tu te dis, oui, oui, c'est pas tout faux, mais quand même. Là, en fait, comment il a fait? Entre inanimé et privé de vie, bon, si nous, on fait la typique de l'analyse, hein, so, mais pas, saute en telle loi. Alors, là, évidemment, on a 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait beaucoup. On a 4 syllabes dans un mot. Ok. So, c'est la notion de vitalité, c'est la notion de vivant, on pourrait dire. Bon, jusque-là, ok. Hein, so. Tangchelwa, on peut apprendre, vous le retrouverez 15 fois, donc, et si c'est pas 15, c'est 10 000 fois, mais au bout d'un moment, on sait que chelwa, ça veut dire être séparé de, tout simplement. C'est un verbe. Alors ça, c'est ce que j'appelle un problème typique de vocabulaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un problème de vocabulaire, c'est juste, il n'y a pas grand-chose à faire que sinon apprendre que chelwa, ça veut dire être séparé. Là, voilà. Et puis soit on le sait, puis tant mieux, soit on ne le sait pas, puis c'est pas grave, on a des dictionnaires, puis petit à petit ça vient. Mais chelwa, par exemple, si vous récitez très souvent Semchen tamche dewa tang dewe ju tang den par chik, dungel ki ju tang dungel tang dungel ki ju tang attends. Semchen tamche dewa tang dewe ju tang dewa dungel tang. Ah, la deuxième. Elle me vient pas. Pourtant, je la récite tous les jours. Bref, à un moment donné, vous dites Dungel ki ju tang telwa. Voilà. Dungel ki ju tang telwa. Hein, vous dites ça dans la deuxième phrase, quand on récite les 4 illimités. Et on dit dungel ki ju tang telwa. Donc, être séparé de la souffrance et des causes de la souffrance, hein, si vous reprenez. Donc, là, c'est typique d'un mot. Au bout d'un moment, quand vous... D'ailleurs, c'est le point de départ de ce cours tibétain. C'est de dire, vu qu'on récite tous les jours des textes tibétains, quitte à les réciter en ne sachant pas ce qu'on dit, on pourrait très bien les réciter en sachant ce qu'on dit. Ça, c'est le point de départ. Donc, le point de départ reste vrai. C'est-à-dire que, par exemple, quand je viens de vous dire « telle loi », eh ben, vous allez voir la deuxième phrase qui est celle des 4 illimités, que vous avez souvent l'occasion de réciter. En tout cas, c'est un a priori, hein, je ne sais pas vraiment quelle est votre réalité tous les jours, mais, et il n'y a pas de problème avec ça, mais il y a des chances que vous la connaissiez. Si vous êtes là, il y a des chances que vous la connaissez. Donc si vous la connaissez, eh ben, alors là, c'est une bonne occasion de faire le lien avec ce que l'on récite tous les jours. Et de voir que tang chelwa, ça veut dire être séparé d'eux. Donc quand on dit « puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur », puissent tous les êtres être séparés de la souffrance et des causes de la souffrance. Dungel tang dungel ki tu tang telwar juruchik. Et à la fin, vous avez juruchik, puisse. Hein? Alors, le puisse, on pourrait largement retravailler dessus, mais d'accord? Ok. Mais là, vous avez un bon exemple du tang telwa. Et tang telwa, ça veut dire être séparé de quelque chose. Donc, la notion de privé de vie, alors là, on voit bien que c'est une trouvaille. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est pas privé. Littéralement, c'est être séparé d'eux. Et puis, ok. C'est-à-dire que, ok dans le sens, pourquoi pas avoir trouvé privé de vie? C'est très bien. Mais ça pourrait aussi être séparé du souffle vital. Ça marcherait aussi. Simplement pour nous, à notre niveau et dans notre travail par rapport à notre but, ce qui est important, c'est de savoir que ça veut dire être séparé et ça veut dire la vie.
Après, ça, c'est juste une illustration. C'est juste une trouvaille. C'est pour ça que je me répète encore et encore, mais la traduction dans cette leçon, c'est toujours une possibilité qui vous est donnée. C'est pas la seule. Et c'est pas important qu'on soit d'accord avec ça. Ce qui est important, c'est de se dire, tiens, c'est une trouvaille, elle est peut-être intéressante ou pas. Bon, bref. Mais saute en telle loi, ça par contre, c'est important. Faut qu'on prenne ça. Parce que si on comprend saute en telle loi, en fait, on comprend toutes les constructions, telles que dungel tang telle loi, dungel gidju tang telle loi, comme on le dit dans la phrase. Dungel gidju tang telle loi, ça veut dire être séparé des causes de la souffrance. C'est exactement la même chose. La construction sera toujours la même. C'est ça qui est intéressant dans une construction, dans une approche analytique. C'est parce que l'approche analytique, ce que vous analysez là, vous pourrez le reporter à n'importe quelle autre situation. Elle sera valable. Ok, oui, oui, vas-y, Géraldine, puis après Dominique, elle met la main. Ah, vas-y, Géraldine. Est-ce que tang, dans ce cas-là, c'est pas une particule? C'est tout à fait une particule. Simplement, là, j'ai pas insisté dessus, mais tu as raison de poser la question. Tang telwa, il se trouve que le verbe telwa requiert l'usage du tang. C'est systématique. C'est quasi systématique. Si tu veux, il y a un ensemble de verbes, mais rassurez-vous, il n'y en a pas des tonnes, mais ça fait partie typique des verbes où il faut utiliser tang. Mais c'est une particularité, vraiment. Hein. C'est pas souvent. Mais quand on veut dire être séparé de, parce qu'il y a le de, être séparé de, eh ben, on pourrait dire c'est être séparé d'avec cela. C'est comme si on dit le tang c'est avec, d'accord? Avec dans le sens de et, ensemble, avec, ok? Donc on dit être séparé d'avec celui-là, ou d'avec cela. En français, c'est un peu lourd comme style, mais c'est pas faux. Être séparé d'avec ça. Mais je suis d'accord, c'est un peu lourd comme style, mais on comprend encore. Hein, être séparé d'avec ça. Donc, le tang, il a le sens de avec, ici. Ok. D'accord. Le sens de Mais, autre approche, très simple, c'est de vous dire, le verbe être séparé de, ça se construit avec tang. Et c'est d'avoir, au bout d'un moment, alors ça c'est un peu l'approche que je privilégie, c'est plus une approche d'exemple, de contexte, plutôt qu'une approche technique pure. C'est de, justement en l'occurrence, c'est de vous souvenir de cette fameuse phrase, vu que vous la récitez. Donc, Dungel Gigyu Tang Telwa, voilà. Être séparé des causes de la souffrance, par exemple. Ou si c'est pas cet exemple, ça sera un autre. Mais disons, ce serait de trouver, idéalement, parce qu'on des fois on ne trouve pas, mais c'est de trouver quelque chose qui se rapporte à un contexte connu. Parce que théoriquement, c'est compliqué de se souvenir de tout. Mais bon, voilà. Hein. Après, si on prend par exemple, on a 2 exemples ici intéressants. Là, on a 3 exemples très intéressants. Là, on travaille que au niveau des mots, hein. On n'est pas encore dans la structure du texte complète. Ah oui, mais il y a Dominique qui avait la main. Excuse-moi, Dominique. Non, c'est pas grave. C'était par rapport à la question que tu avais posée au début sur le travail ou bien Ouais. la découverte ou bien la lecture ou peu importe. En fait, moi, la grosse difficulté que j'ai, outre la mémorisation des mots, mais ça, c'est pas, on va pas considérer que c'est un problème, mais c'est un peu la transposition. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple là, je vois exactement l'exemple que tu viens de donner, à la limite, de dire c'est exactement le même mot que quand on est dans tel autre texte. Et étant effectivement dans plusieurs textes, je n'arrive pas à faire ce transfert. C'est-à-dire, soit même quand je le vois écrit ou au son, au bout d'un moment, je fais, mais je suis complètement idiote parce que je le connais ce mot. Mais j'arrive pas à transposer. Bien sûr, c'est normal. C'est pour ça que j'essaye de vous amener cette dimension-là en ayant un rapport contextuel. Parce que c'est la chose la plus difficile. Et bizarrement, ça devrait être la chose la plus intuitive.
Mais il se trouve qu'on n'est pas tellement curieux, en fait. Donc on dit vite les choses par pure répétition, par habitude, sans du tout se dire, tiens, en fait, je récite quoi? Et là, ben, c'est pour ça que ben, j'essaye d'entraîner ça, c'est-à-dire d'entraîner une forme de curiosité et qui consiste, entre autres, à faire des liens. Parce que c'est vraiment la chose super importante. Parce que sinon, on est dans de la connaissance pure, et la connaissance pure, en général, c'est juste la connaissance de l'objet, mais pas la connaissance de l'objet en relation avec un contexte. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour travailler comment on appelle ça, Être curieux. Être curieux, c'est l'exercice. C'est un exercice de curiosité. C'est pour ça que là, j'essaie de l'entraîner avec vous, en étant curieux. Mais après, c'est vous en étant curieux. Si vous êtes curieux, alors là, bon, on pourrait dire que du point de vue méthode pédagogique, c'est difficile de dire que la curiosité est une méthode. Mais je pense que la curiosité est une méthode. La difficulté de cette méthode, c'est que faut imaginer des exercices, et le meilleur des exercices, quand on est curieux, c'est de se l'imaginer soi-même. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est quelque chose qu'on entraîne nous-mêmes. On ne peut pas obliger quelqu'un à être curieux. Ça, c'est très difficile. On doit susciter la curiosité, mais la curiosité, après, ben voilà. En fait, vous avez déjà là, on en est à plus de 30 leçons, hein, quand même. On a fait du tibétain depuis un moment, finalement. Donc, il y a énormément d'éléments. Et vous pourriez, déjà, avec tous les éléments, faire des liens, dire tiens, ça je l'ai vu où, dans quelle leçon, mais tout ça, ben voilà. Mais petit à petit, je pense qu'en travaillant ensemble, c'est l'intérêt du collectif aussi. Ça vous entraîne à ça, ça vous encourage à faire ça. Mais bon, voilà, maintenant, je vois pas tellement d'autres possibilités. Parce que, non, en tout cas, j'en vois aucun. Comment faire pour créer un lien si ce n'est l'indiquer au début, je l'indique, quoi. Ben voilà, puis après, je sais pas. Je sais pas. Parce que Ce serait pour moi, ça a pris beaucoup de temps aussi, hein. Pardon? ce serait de reprendre, par exemple, les leçons à partir du début et de... Ben non, c'est un peu, moi je dirais, c'est... Alors ça, de toute façon, on reprendra les leçons à partir du début, ça c'est certain. Mais je dirais, c'est ce que Fabien, tout à coup, fait. En étudiant, tu étudies, Fabien, la prière du refuge. Si tu arrives, en étudiant la prière du refuge, à te dire, tiens, quels sont les éléments là dans cette prière du refuge que j'ai déjà vu dans le cours, alors là, tu gagnes le gros lot. Parce que Ouais, mais sinon, après, je suis déjà sur plusieurs textes et c'est justement en étant sur plusieurs textes que je me rends compte ouais, que le lien, je le fais pas systématiquement. mais Voilà. c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à le faire. Parce qu'en général, on a l'esprit très bizarrement conditionné. Notre conditionnement nous amène simplement à nous dire, il faut que j'apprenne le mot. On n'a pas été... C'est comme si on n'avait pas été éduqué au principe de la relation. On est dans des rapports d'objets. On n'est pas dans des rapports systémiques, on pourrait dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une pédagogie, si je devais développer une pédagogie contextuelle ou systémique, ben, je développerais uniquement les rapports de lien. Oui, parce que tout est lié finalement. Ah, tout le temps. Tout le temps. La connaissance est tout le temps une histoire de lien. Donc, mais nous, notre apprentissage, ben, par exemple à l'école, vous avez tous appris des mots de vocabulaire. Vous ne les avez pas appris dans le contexte. Alors, le contexte, parce que le français, c'est la langue naturelle, mais disons, à part ça, vous n'avez pas appris les mots dans le contexte. Donc c'est pour ça que, très modestement, j'essaie de développer cet aspect-là des choses. Pat, tu as levé la main et patiemment tu attends de prendre la parole. Merci beaucoup pour ta patience. Non, merci. En fait, oui, moi, je voulais revenir sur la prière du refuge. Oui. Maintenant, quand je la récite, j'essaye de lire d'abord sur le texte. Et puis, je me dis, tiens, oui, bon, c'est difficile, pendant qu'on le récite, de faire le lien tout de suite, mais je m'aperçois qu'il y a des mots, je me dis, oui, je les ai vus. Et puis, bon, ça ne me revient pas toujours la traduction, enfin, la signification. Mais j'aimerais bien faire un travail, comme a proposé Fabien, sur la prière de refuge. Autrement, par rapport aux leçons, en fait, je vois qu'il y a toujours des leçons qui sont données et puis on n'a pas travaillé celles d'avant. Ok. Et
des fois, j'ai pas été assez assidue, peut-être, mais enfin, je le fais en visio. Du coup, moi, ça me déprime un peu parce que je me dis, non seulement j'ai du mal à être à jour, mais encore, il y en a en plus qui sont là, et puis... tu as raison. C'est vrai que des fois, il y a peut-être eu un peu trop. C'est pour ça que, du coup, ben, là, ça fait 2, 3 fois où je me suis dit, tiens, un support pour 2 leçons. Et encore, en faisant 2 leçons pour un support, on n'a même pas le temps de tout voir. Donc ça, c'est clair. C'est difficile, je ne sais pas très bien comment organiser ça, parce qu'on pourrait carrément, par exemple, là, vous le voyez, là, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, hein, au vu de l'enregistrement, et on a travaillé saut mais pas, saute en tel loi. Et on pourrait presque dire, oui, on va pas en rajouter beaucoup, c'est-à-dire qu'on partirait sur 6 groupes de mots par leçon, ça pourrait suffire. Simplement, évidemment, la difficulté que j'ai, c'est que quand il est question de construire un support de cours, il faut trouver en même temps un moyen de le construire pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de supports de multiples manières. Donc il y a des gens qui vont, je ne sais pas, adorer faire des comparaisons entre les mots qu'ils voient là et le texte, d'autres qui vont plutôt prendre plaisir à une analyse purement grammaticale, etc. Donc c'est un peu comme si un support c'était un ensemble de propositions. Moi je le sens comme ça. Je ne le sens pas comme de la matière qu'il nous faudrait complètement acquérir. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire qu'un support PDF pourrait nous faire largement 10 leçons. Mais, largement, parce que s'il s'agissait d'acquérir la matière du support, là, ce serait énorme. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que si j'optais pour cette stratégie-là, ce qui est possible, mais si j'optais pour cette stratégie, alors là, ça pose un autre vrai gros problème. Ça voudrait dire que notre objectif est d'arriver à acquérir la totalité de la matière. Et pour l'instant, même quand des fois le support est, on va dire, pas trop dense en termes de matière et que les élèves à qui il est donné ont normalement le niveau pour l'acquérir, en fait, ça marche pas quand même. C'est-à-dire qu'au bout même de plusieurs leçons sur un même support, si vraiment le but c'est de l'acquérir complètement avant de passer à autre chose, c'est compliqué. Ce qui fait que parce qu'on n'a pas assez de temps, parce que, voilà, pour plein de raisons, et qui sont largement compréhensibles d'ailleurs. Donc, j'opte plutôt pour une espèce d'intermédiaire, ou faire que le support, il donne pas trop à manger, mais quand même un peu, voire un peu trop, et puis qu'au bout d'un moment, à force d'avoir vu tout ça, il y a une compréhension qui commence à se construire. Quitte à ensuite faire ce que proposait Dominique, c'est-à-dire, et ça j'aime bien le faire, c'est quitte à reprendre les supports du début. C'est-à-dire qu'après on pourrait refaire un deuxième passage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment quand la connaissance, elle commence quand même à augmenter, là on voit que le deuxième passage il est hyper favorable, parce que tout à coup on comprend mieux. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que ce deuxième passage, vous pourriez presque le faire seul. Voilà. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Sous forme de restitution. Ouais, on pourrait. Tout à fait. Complètement, je suis bien d'accord. Mais c'est parce que le cours, pour l'instant, reste modeste dans son objectif. Mais après, c'est vrai que si on voulait... des fois, je me dis, il faudrait faire un stage de plusieurs jours où on est complètement en immersion, puis on travaille. Oui, je me le suis souvent dit, ça. Parce que ça nous permettrait de faire un travail très différent, avec beaucoup plus de restitution, des exercices, et puis oui, ça c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, c'est juste ce que tu dis, Pat ou Patricia. Et du coup, c'est pour ça que je pense que après, mon angoisse de ne pas donner assez, qui me vient certainement de ma maman qui avait toujours peur de ne pas faire assez à manger, je peux aussi travailler dessus. Non, ça, c'est un peu pour le gag, mais en disant, ok, c'est pas grave, quoi. On fait plusieurs leçons sur le même support. Mais souvent, je me dis, non, voilà, moi, je me suis engagé intérieurement à fournir quelque chose, donc je me dis, il faut quand même que je le fasse. Mais on pourrait aussi, et ça, c'est peut-être quelque chose que je peux envisager, c'est-à-dire reprendre le même support, je l'ai fait parfois, reprendre le même support et le présenter d'une autre manière, avec d'autres explications données sur la base de la même matière. Mais je ne l'ai pas fait souvent. Mais je pourrais le faire.
C'est-à-dire, sur la base de ce support, je reprends le support, et un peu ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire le réécrire, mais en se disant, bon bah tiens, voyons juste un coin de détail de cette matière. Juste, par exemple, les mots, comment ils sont construits ici, en l'occurrence. Bon, je sais pas, j'apprends aussi, hein. Je pense, de mon côté, je pense que les leçons, moi, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes et qu'on avance. Je trouve que c'est aussi pour ma part, je trouve que c'est hyper intéressant qu'on puisse avancer. Après, là où je rejoins un peu ce que disait la dame tout à l'heure, c'est que par contre, ça demande un travail perso. Moi, je sais que j'essaye de travailler quand même au moins 2 ou 3 heures par semaine pour pouvoir avancer. Et je reviens sur les leçons, les premières leçons, pour me remémorer, ne serait-ce que l'ergatif, ne serait-ce que le latin, etc., de revoir tout ça parce qu'on oublie. Et si on ne revient pas en arrière régulièrement, et je pense que ça, c'est un travail que nous, on doit faire, sinon on va stagner tout le temps aussi. Oui, c'est sûr, ça c'est vrai. Complètement, mais je pense que tu as raison. Après, ce que dit Dominique, c'est vrai aussi. On pourrait imaginer des moments de restitution plus grands, plus importants. Mais ce que tu dis est complètement vrai, Géraldine. À un moment donné, on va pas y couper quand même. Il faut... Non, ça c'est sûr, il y a un certain... Mais bon. Fabien? Patricia, oui, moi j'ai la même chose, c'est-à-dire que effectivement, j'arrive pas à consacrer 3 heures. Mais bien sûr. Et en même temps, ça me dérange pas tant que ça, puisque je peux éventuellement, comme tu dis, le reprendre de mon côté. Et puis aussi, le fait que les thématiques soient différentes entre chaque cours, ça permet aussi de voir d'autres choses, quoi. Et moi, je voulais aussi revenir sur l'histoire de Dungel, Tandungel. Oui. Alors, ouais, pourquoi? Parce que dans une même phrase, on a finalement le même mot, Dungel. Dungel, Tandungel, Gigu, Tantowa. Donc, c'est le ki ou giyu qui finalement change le sens du deuxième dungel. C'est-à-dire, dungel, ça veut dire, dans la phrase, là, la deuxième à laquelle tu fais référence, c'est-à-dire sur les 4 illimités, dungel, dungel ki gyu, on a dungel. Dungel, c'est le mot, ça veut dire dukkha, ça veut dire la souffrance. Si vous voulez, je peux vous la trouver. Attendez, voilà. Bougez pas. Je vais vous la trouver ici. Où est-ce que je vais vous la trouver? Ok. Alors, hop. Et là, préliminaire. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, vous avez la phrase ici. Hein, vous l'avez là. Là, je peux pas... peut-être que ce que je peux faire... Attendez, voilà, je vais faire comme ça je pourrais... Ok, copier. Je vais faire comme ça. Là, je vais faire tac. Et puis hop. Et puis hop. Et puis voilà. Hop. Hop. Tac. Voilà. Oh, ah non, ok. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Parfait. Voilà, là, vous avez la phrase. Hein. La phrase, c'est la deuxième. Donc, vous avez Dungel, ici. Dungel Kigyu. Alors, donc là, si on fait une analyse de ça, simplement pour illustrer ce fameux Tangtelwa qu'on a vu, on a Dungel, donc là, hop, on a un mot. Dungel, souffrance. Ensuite, on a Tang, et Tang, c'est une particule, hein, ça veut dire et, tout simplement. Donc, si on a et, ça veut dire qu'on a un élément plus un autre. Donc, ça veut dire ça et ça. Ça, c'est simple. Donc, on a Dungel qui gyu. Hop, vous avez un deuxième élément. Alors, évidemment, c'est là où c'est intéressant de voir que l'effort qu'on fait sur les bases des supports, etc., tout le travail qu'on fait ensemble, c'est pour vous donner les moyens de pouvoir faire une analyse de texte.
C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous avez bien travaillé, voilà, vous avez travaillé suffisamment, déjà vous savez que quand vous avez un tang ici, et un tang, déjà vous en avez un. Après là, celui-là, il prête à confusion éventuellement. Mais vous savez, même si vous vous trompez, vous savez que quand vous avez un tang, ça veut dire qu'automatiquement, vous avez à gauche, vous avez un élément, et à droite, vous avez un élément. Ça, vous le savez. Et ça, c'est un premier élément d'analyse, automatiquement. OK? Donc ça veut dire que vous avez repéré, et c'est tout le travail qu'on est en train de faire ensemble, vous avez repéré que les particules, celles-ci, ça structure votre texte. Forcément. Vous êtes obligé, quand vous avez repéré le temps ici, vous êtes obligé de penser que là, il y a un élément et que là, il y en a un autre. Concernant l'élément à droite, vous pouvez vous poser la question et vous demander si... Alors, on a un autre élément. Vous pouvez vous demander s'il s'arrête là, 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 s'il s'arrête là. Peut-être qu'il va jusque-là, votre élément. Tout à fait possible. Maintenant, il va falloir le déterminer. Par quoi vous le déterminez? Par le repère des particules. Ça, vous ne faites pas autrement. Donc, si on veut repérer nos particules, donc on va repérer nos particules. On en a donc une ici. On en a une ici. Là, je le fais pour vous, le travail. Une ici. Vous en avez éventuellement une ici. Et puis, éventuellement, on pourrait considérer que la fin, c'est pas vraiment une particule, mais admettons. Et là, vous avez un ensemble de particules. Donc, cet ensemble de particules, ça vous scande le texte. C'est-à-dire, hop, hop, hop. D'accord? Ça vous scande le texte dans le sens où ça lui permet d'exister en bloc. Hein, on a des notions de bloc qui peuvent intervenir. Voilà. OK? Donc, vous avez quelque chose qui ressemble à une structure déjà. Et ça, c'est super important. Parce que, comme toujours, vous pouvez, si on fait comme ça, vous pouvez, si on le traduit, donc cette structure par des x, on sait que là on peut mettre un x, on sait que là on peut mettre un x. X, ça veut dire que c'est notre inconnu. On ne sait pas forcément quelle est la valeur du x, mais on sait qu'il y a un x. Donc on sait en l'occurrence que là, notre x, il commence là, et qui va jusque là. D'accord? Ça, on le sait. Ça, on le sait. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la valeur. Mais on sait là où il commence, là où il se termine. Donc ça, c'est super important. Et c'est exactement le travail qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que le temps, pour nous dit où ça commence, où ça se termine. Donc, j'efface tout ça pour y voir un peu plus clair. D'accord? Donc, si... je veux mettre mes blocs, donc je sais que là j'ai un bloc, hop, 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 j'en ai un, et j'en ai un ici, hop, 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 voilà. Je sais que là, voilà, j'ai des blocs qui se dessinent. Et mes particules, on pourrait dire que mes particules, elles font leur boulot, c'est-à-dire elles font leur boulot de point d'articulation entre les différents blocs. La particule, ça sert à ça. Oui, Claire. Le deuxième pavé. Ouais. En fait, on sait que ça s'arrête après le qui, parce que le qui, c'est une particule... c'est un G. C'est comme le agigui, je vais y arriver. C'est ça. Donc forcément, avant c'est un déterminé, après c'est un déterminant. Ouais. Déterminant à gauche, déterminé à droite plutôt, mais bon, c'est pas grave. Voilà, oui. Ouais. Et c'est vrai que pour ma part, j'aurais amené en fait le bloc jusqu'au tang. Ouais. Au départ. Mais c'est juste. Si tu veux,
là, c'est clair, là où tu as tout à fait raison, c'est que j'ai sauté une étape. Ça, c'est vrai. L'étape que j'ai sautée, c'est ça. Ouais. Et là, il y a hop, et là, il y a hop. OK? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est un génitif. Oui, c'est un génitif. Donc, quand on a un génitif, eh ben, le génitif, c'est toujours... Alors ça, c'est notre fameuse formule avec le génitif. Le génitif, c'est un élément, ou alors on peut le mettre dans l'autre sens, on peut dire c'est un X avec un plus et un X. Hein? Donc, notre génitif, c'est un plus. Donc, effectivement, on a donc un groupe de mots qui est comme ça. Ça, c'est l'image de ça. OK? Oui. Ça, c'est exactement l'image de ça. C'est ça. Voilà, complètement. Donc, mais maintenant, notre travail d'analyse, c'est vraiment ça. C'est de savoir que le repère des particules, la particule tang en l'occurrence, la particule qui en l'occurrence, la particule tang en l'occurrence, etc., toutes ces particules me permettent déjà d'y voir un peu clair. Ça, c'est la première grosse étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de repérer ce qu'il y a donc dans les blocs. Et qu'est-ce qu'il y a dans les blocs? Ben, là, il y a Dungel. Et Dungel, ça veut dire dukkha, c'est la souffrance. Donc, si je sais que c'est la souffrance, et que je vois que le même mot est vraiment ici, ça continue d'être la souffrance. Donc, après, suite à la particule qui, j'ai un mot, gyu. Et donc, gyu, ben, alors là, je peux regarder, gratter dans le dictionnaire ou n'importe, et puis je peux me rendre compte que gyu, ça signifie la cause. Donc, on a d'un côté la souffrance et de l'autre côté la cause de la souffrance. Et donc, en compréhension, ça veut dire souffrance et cause de souffrance. Tout simplement. Voilà. Et puis là, j'ai déjà, grâce à... évidemment, j'ai dû utiliser pas mal d'éléments pour réussir à faire ça, mais je les ai, ces éléments. C'est-à-dire que normalement, la compréhension que j'ai des particules, même si elle n'est pas encore vraiment super au point, elle l'est quand même suffisamment. Et donc, j'arrive à me repérer. Et j'arrive à repérer des choses importantes qui me donnent l'image de la construction du texte. Après, je rajoute une deuxième couche qui est la couche vocabulaire. Donc la couche vocabulaire, elle n'est pas non plus si compliquée. C'est-à-dire que je peux trouver le mot dungel, je peux trouver le mot gyu, puis dans ce cas-là, j'ai souffrance, souffrant, j'ai cause de souffrance. Alors, par contre, ma difficulté, c'est quand je suis là. Ici, ça, c'est une difficulté pour moi. Pourquoi? Parce que je dois réussir à comprendre comment s'organise ce type de structure avec un génitif. Donc si là j'ai souffrance à gauche et puis cause à droite, je dois me souvenir qu'on parle des causes de la souffrance. Pourquoi? Parce que c'est toujours le rapport déterminant-déterminé. Et ça, c'est l'explication qu'on donne sur le génitif. Donc c'est ce que disait avant Géraldine. C'est-à-dire là, je suis obligé de revenir en arrière, parce que cela, je l'ai expliqué à peu près 10 000 fois, et puis de dire, ah oui, en fait, c'est donc bien de ça dont il s'agit. Donc c'est vraiment de se souvenir que quand on a un génitif, c'est toujours déterminant-déterminé, tout le temps. Que ce soit à gauche un qualifiant, que ce soit à gauche un possédant, c'est toujours dans le même sens. C'est-à-dire c'est causes de souffrance. C'est des causes de la souffrance. Donc les causes, elles sont déterminées par souffrance. C'est des causes de souffrance. Voilà. Donc si je sais ça, je sais déjà beaucoup de choses. Mais évidemment, si j'ai une difficulté avec le génitif, là, ça va faire i et tac, je bloque. C'est pour ça que, en vous parlant de quelques particules essentielles qu'on doit connaître au début, telles que génitif, telles que ergatif instrumental et oblique, je pense que j'ai raison d'insister. Parce que là, c'est sûr que s'il y a trop de blocage là, ça ne va pas le faire. Si vous avez trop de blocage dans la lecture, ça ne va pas le faire non plus. Parce que avant d'arriver à la fin du segment, vous êtes déjà paumé, quoi. Donc là, il ne faut pas qu'il y ait trop de blocage au niveau de la lecture. Sinon, Dungel, vous n'arrivez même pas à le sortir. Donc, c'est pour ça que, il y a quand même un certain nombre d'acquis qu'il faut avoir.
parce que sinon, on ne peut pas vraiment aller de l'avant. Puis après, on est dans la dernière partie de notre phrase. Tant, tel loi diurétique. Alors là, c'est là où il faut admettre qu'on n'apprendra pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut se dire que avec tel loi, qui veut dire être séparé, il se trouve qu'on a besoin de mettre un temps avant. Bon, voilà. Et puis après, faut des fois aussi admettre qu'il y a des choses qu'on apprend dans un premier temps, puis ensuite on comprendra pourquoi on le dit. Et puis de se dire que Gurshik, ça veut dire puisse. Point. Puis là, on fait un raccourci. On fait un raccourci volontaire. Là, on a l'aide de la traduction. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et donc là, il faut pouvoir se dire que Gurshik, ça veut dire puisse. Parce que, dans un premier temps, on ne va pas pouvoir tout analyser. Si déjà on a analysé les particules qui concernent le tang plus le génitif, c'est déjà pas mal. Alors, gurtik, on se dit, c'est comme ça. Après, on comprendra le sens de gur et le sens de tik, ça viendra. Mais il ne faut pas non plus en rajouter trop. Donc, gurtik, ça veut dire puisse, et ça suffit. Comme on l'utilise sans arrêt, puissent les êtres... Exactement, on est sans arrêt en train de l'utiliser, donc au bout d'un moment, le contexte suffit. Voilà, elle n'a pas besoin de tout analyser. Oui, Fabien. Le deuxième temps, donc, disparaît, en fait, n'est pas intégré dans la traduction. C'est une manière de dire... alors c'est-à-dire, en tibétain, il disparaît absolument pas, évidemment, parce que s'il disparaissait, le sens est foutu, là, ça va pas, on peut pas le faire disparaître en tibétain, mais rappelez-vous qu'en français, évidemment, vous pouvez pas traduire littéralement, c'est impossible. Donc vous, en français, vous allez dire être séparé de la souffrance. Mais il y a des tas de fois où, c'est pour ça que la formulation française, c'est la dernière des étapes, c'est pas la première pour vous. Je veux dire, bien sûr, on ne peut pas l'éviter parce qu'on a envie de savoir, et on a raison. Mais ce n'est pas la première des étapes. Parce que la formulation française, vous changez d'univers linguistique. Donc, des fois, on n'y retrouve pas ces petits là-dedans. Parce qu'on regarde une phrase française, puis on se dit, mais bon Dieu, comment est-ce qu'en partant du tibétain, on arrive là? Alors, à moins d'avoir une grande habitude, puis on se dit, ok, je vois par où il est passé pour arriver là. Mais effectivement, au bout d'un moment, on finit par comprendre, tant mieux d'ailleurs. Mais c'est de loin pas évident, parce que parfois on ne comprend pas comment le traducteur ou la traductrice est passé de tel mot en tibétain ou tel groupe de mots ou telle strophe pour arriver à une strophe en français. Mais je veux dire, les versions du Bodhisattva qui se construisent strophe par strophe, moi j'en connais plusieurs, chaque fois c'est une autre invention. Il doit bien y avoir une quinzaine de versions aujourd'hui en langue occidentale, si ce n'est pas une cinquantaine de versions. Si on prend toutes les langues occidentales, même en français j'en connais en tout cas 5 ou voire 6 de traductions. Il n'y en a pas une pareille. Pas une. C'est pour ça que c'est pas le premier de vos soucis, ça. Ça peut... Je parlais de curiosité avant... Ça peut être très intéressant du point de vue de la curiosité. C'est-à-dire, ça nous dit, ah tiens, comment il a fait? Ça, c'est bien, c'est bon pour la curiosité. Mais c'est pas forcément au départ très bon pour l'apprentissage, parce qu'on perd beaucoup d'énergie à essayer de comprendre pourquoi on a dit ça. Mais là, en l'occurrence, gurtik, puisse, ok. Voilà, très bien. Et puis là, tang telwa, ça veut dire être séparé. Je sais que, en l'occurrence, pour ce verbe bizarre, j'ai besoin, le verbe n'est pas bizarre, mais il se trouve que là, j'ai besoin du tang telwa, puis c'est bon, être séparé de. Point. Donc, ça veut dire souffrance et cause de souffrance, séparés, puissent. C'est tout. Séparés, puissent. Tout simplement. Et donc après, puissent tous les êtres, il n'y a pas tous les êtres dans la phrase. La phrase elle-même, c'est ça, il n'y a pas tous les êtres. Donc en plus, on va rajouter. Puissent tous les êtres être séparés, puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur, puissent tous les êtres être séparés de la souffrance et les causes de la souffrance, mais là on rajoute, en tibétain on ne rajoute pas. Donc, non, là vous avez Dungel Tang Dungel Gikyu Tang Telwaran Yoruchik. Et puis voilà. Mais par contre, c'est sûr que connaissant ça et récitant la phrase, c'est comme le refuge, au bout d'un moment, ça vous aide évidemment, vu que vous récitez quelque chose qui a un sens.
Donc ça vous apprend le sens. Ça veut dire, Jean-Marc, que c'est pas nécessaire, par exemple, dans cette phrase-là, que les êtres y soient parce que on commence peut-être les 4 illimités en disant Semchen Tamchen Dewa. C'est ça, on dit Semchen Tamchen Dewa, puis après on n'a pas besoin de rajouter. Et puis en tibétain, on fait beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, on fait souvent beaucoup d'allusions. Pourquoi ? Parce que c'est une langue qui le permet. C'est une langue qui est construite un peu comme ça, sur l'idée d'allusion qu'on peut faire. On fait beaucoup de... Ouais, énormément. C'est pour ça que c'est une langue qui permet de faire beaucoup de contractions, beaucoup d'élisions, donc voilà. Ok, donc voilà pour la phrase. Vous voyez l'idée ? Ok. Donc maintenant, si je reprends... voilà. Donc là, on a... saute en telwa. Bon, pareil. Donc c'est... Voilà. Maintenant, si on fait simplement de l'analyse et qu'on continue un peu voilà, je ne pensais pas le faire comme ça, mais c'est très bien de le faire comme ça. Donc, qu'on revoie un peu les mots de vocabulaire dans une approche un peu analytique, eh ben, on peut, même un mot comme ça, comme takpa, on peut le voir d'une manière analytique. Donc, takpa, invariable, ok, c'est une possibilité. Takpa, ça peut aussi être permanent. Mais takpa, ça veut dire tak et pas. C'est un suffixe nominal. Oui, Dominique, tu voulais dire ? Et mi-takpa, c'est l'impermanence. Voilà, et mi-takpa, l'impermanence. C'est clair. Et puis tak, tak, c'est le fait de durer. Hein, le fait de durer, le fait de la durée, le fait de la permanence. Donc takpa, c'est ce qui est permanent. Mi-takpa, c'est ce qui est impermanent. Hein, voilà. Donc ça, c'est un mot tout simple, mais c'est un mot tout simple qu'on peut observer par le biais de l'analyse. Après, on a ma norwa ou ma kiepa. Là, ce qu'on peut faire avec ces deux mots, on peut déjà se souvenir. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très utile. Il y a la négation chaque fois. On a ma. Et ça, c'est quand même très important dans notre compréhension. Parce que ça, c'est une particule. J'ai parlé avant des 3 particules, bien sûr, majeures dans le début de notre capacité à analyser un texte. Donc, génitif, ergatif, et puis, ou ergatif instrumental, et puis particule oblique. Mais après, il y a toutes les autres particules qu'on va apprendre au fur et à mesure, en cours de route. Donc, ma, c'est typique d'une particule qu'on apprend en cours de route. Pourquoi ? Parce qu'on la voit tellement souvent. En plus, dans ce genre de cas, que ma, on a repéré, ma, ça veut dire une négation. Hein. Puis la négation, elle est super simple. Pourquoi ? Mais mi et ma, c'est pareil. Négation, en fait. Ouais, mi et ma, c'est des négations. Et là, ce que tu viens de faire, en fait, Fabien, en disant, oui, mais tiens, mi et ma, oui, c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est faire le lien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et d'ailleurs, au bout d'un moment, vous le faites vous-même, le lien. C'est-à-dire que vous avez la puce à l'oreille. Vous dites, ah tiens, c'est marrant, ça ressemble. Puis le fait de se dire, tiens, ça ressemble, c'est pas mal, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Donc après, bien sûr, techniquement, vous pouvez le savoir. C'est-à-dire que ma a la valeur de mi, et mi a la valeur de ma. D'accord, ça vous pouvez le savoir. Donc, ma norwa, mi norwa, c'est la même valeur, du point de vue grammatical. Et s'il y a ma d'un côté et mi de l'autre, c'est parce que pour le mi, il y a un a. Ça, je ne sais pas. Honnêtement, ça, je ne sais pas. Je ne me suis jamais trop posé cette question-là. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas besoin. D'une certaine manière, là, je dirais que je fais une économie, quoi. Je fais une économie d'énergie. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de savoir. C'est-à-dire que si je sais par contre qu'elles ont la même valeur, ça, j'ai besoin de le savoir. Mais tant que je ne fais pas, moi, de la composition en tibétain, ce qui pour l'instant ne m'est pas arrivé, je n'ai pas encore traduit Shakespeare en tibétain. Donc le jour où je traduis Shakespeare en tibétain, alors là, par contre, je suis obligé de le savoir. Mais là, bonjour. Hein. Ou Molière en tibétain, ce serait pas mal d'ailleurs. Mais donc, ma norwa, mi chokpa, pareil. Après, c'est peut-être des histoires de sons, c'est possible aussi. Mais ça, c'est égal, on n'a pas besoin de le savoir. Par contre, ce qu'on a besoin de savoir, et ça c'est très important, c'est que quand on a un ma norwa ou ma kiepa, c'est toujours le ma, ici, plus un mot. Donc en termes de structure, c'est toujours la même chose. On ne trouvera jamais norwa ma. Ça, c'est impossible. Vous aurez toujours la négation devant. Parce que c'est comme ça.
Alors, pourquoi? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et l'avantage du tibétain, c'est qu'il n'y a pas il y a pas 15 milliards d'exceptions. Le français est bourré d'exceptions. Le tibétain, pas tant. Le tibétain, bah, par exemple, l'adjectif, il est toujours après, quoi. Vous dites Kangpa Karpo, une maison blanche, quoi. Alors qu'en français, vous pouvez dire la blanche maison, la blanche colombe, j'en sais rien. Vous pouvez inverser des mots. En tibétain, c'est impossible, vous ne pouvez pas. Non, il y a des mots qui se mettent toujours avant et des mots qui se mettent toujours après. Et c'est point. C'est très rigide de ce point de vue-là. La souplesse, elle va arriver ailleurs, elle va arriver dans d'autres endroits, mais pas là. Tu peux donner un exemple pour l'adjectif après, tu as dit Bah, par exemple, si vous dites un cheval blanc, vous dites ta carpo. Ta carpo. Et carpo, l'adjectif est toujours après. Vous pourrez jamais, quoi, je vois pas comment on pourrait dire carpo ta. Ça marche pas. Alors qu'en français, vous pouvez dire le cheval blanc ou le blanc cheval. Bon, évidemment, blanc cheval, c'est pas tous les jours que vous dites ça, mais vous pouvez tout à fait imaginer dans une situation un peu littéraire, ou alors avec la grande maison, par exemple. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans un truc très littéraire. Hein. La grande maison, c'est la maison grande. Donc on va faire un mita carpo, sans cheval blanc, en rajoutant mi ou ma, je te donne. Non, ça marche pas. Parce que non, ça marche pas. Parce que Ça voudrait dire un non-cheval blanc. C'est ça que ça voudrait ça veut dire un non cheval blanc. Ouais. Mais tu dirais pas comme ça. Ça serait trop bizarre. Un non cheval blanc, non. Un non cheval blanc, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une absence de cheval blanc. Parce que ça dépend, parce qu'après, le tibétain est une langue contextuelle et une langue égophorique. Donc ça dépend toujours ce que tu veux dire. Et donc quand tu dis, par exemple, un non cheval blanc, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il y a une absence de cheval blanc ou tu veux dire que le cheval n'est pas blanc? N'est pas blanc, ouais. Je voulais dire que le cheval n'était pas blanc. Ah, alors si tu veux dire que le cheval n'est pas blanc, alors tu ne peux pas le mettre au même endroit. Mais c'est une question très intéressante parce que quand tu dis le cheval n'est pas blanc, tu nies quoi? Tu nies quoi? La couleur. Exactement. Donc tu es obligé de dire ta carpo mare. Parce que tu es obligé de mettre une négation dans ce cas-là après. Mais bon, là, ça devient trop compliqué pour vous. Mais pourquoi? Parce que tu nies. Là, quand tu dis mi norwa, ça veut dire sans faute. C'est pas faux. On pourrait dire vraiment littéralement pas faux. Mi norwa, ça veut dire juste. Pardon. Non, rien. Non, mi norwa, ça veut dire juste. Là, c'est traduit par sans défaut. Bon, ok, possible. Mais c'est aussi sans faute. Norwa, nor, c'est une faute. Si on dit ma kepa, ça veut dire non né. Et c'est naître. Naître, ouais. Kieba, c'est naître. Mais là, par exemple, on a un exemple de mepa. Mepa, c'est une autre forme de négation. Alors ça, c'est des tas de choses qu'on a vues à gauche, à droite, dans nos différentes analyses, hein, on est bien d'accord. Mais on a vu mepa. Mepa, ça veut dire il n'y a pas. Mais dans ce cas-là, c'est il n'y a pas. Et il n'y a pas, ça veut dire là, jikpa, mepa. Mais parce que il n'y a pas, on est en train de dire que c'est une localisation. Il y a quelque chose, une localisation dans le sens, c'est comme une espèce d'objet qui ne se trouve pas quelque part. Donc, jikpa, c'est la frayeur, mais pas, ça veut dire il n'y a pas. Il n'y a pas de frayeur. C'est-à-dire, si je regarde, si j'en cherche, j'en trouve pas. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la frayeur. C'est pour ça que bon, là, ça nous fait revenir à autre chose. C'est un peu une parenthèse, mais ça nous fait revenir à quelque chose que je vous ai déjà souvent expliqué par rapport à la conjugaison. C'est-à-dire qu'en tibétain, il n'y a pas de conjugaison comme en français. Pourquoi? Parce que le verbe être, en français, vous pouvez dire je suis ici ou vous pouvez dire je suis Fabien. Vous pouvez utiliser le même verbe. C'est je suis ici, je suis Fabien. C'est le même verbe. Mais en tibétain, c'est impossible.
Parce que je suis ici, c'est une localisation, ça veut dire que Fabien se trouve là, et je suis Fabien, ça veut dire que l'état ou l'identité de Fabien, c'est d'être Fabien. Donc, on a deux intentions radicalement différentes. Parce qu'en tibétain, l'usage du verbe être ou avoir ne peut. C'est pour ça qu'on peut pas traduire, on peut pas dire ça c'est le verbe être, ça c'est le verbe avoir. C'est faux. On dira c'est un verbe d'état ou c'est un verbe de localisation. Il n'y a pas de verbe être et de verbe avoir. En tout cas, il n'y a pas d'équivalent stricto sensu qui se rapporte au tibétain de la même manière. On ne trouve pas un pur équivalent du verbe être en tibétain. Non, ça ne marche pas. Parce que l'emploi est très différent. Pourquoi ? Parce qu'on ne se pose pas les mêmes questions. On se demande ce qu'est une chose ou on se demande où est cette chose. Donc si j'ai une personne devant moi, je ne me demande pas où il est vu que je le vois. Donc ma question de la localisation n'est pas pertinente vu qu'il est en face de moi. Donc la seule question qui me reste, c'est qui c'est ? Mais si par contre je ne vois pas cette personne, je peux donc me demander où elle est. Mais pour me demander à moi-même où elle se trouve, il faut déjà que j'ai identifié qu'elle existe. Eh oui, si je ne sais pas qu'elle existe, je ne peux pas la localiser. Mais c'est pour ça que après, c'est dans l'usage des verbes. Dans l'usage des verbes, ça pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on doit réfléchir là-dessus. Mais bon, là, on n'y est pas. Pour l'instant, on voit des choses très très simples. On voit des choses très simples. Mais les choses très simples qu'on voit nous permettent quand même d'avancer. Dans les négations, Benjamin, donc c'est mis avant parce qu'il y a aussi incessant, donc c'est une négation aussi, mais c'est le... Ouais, mais attention, la négation elle est après parce que c'est ce que je viens d'expliquer donc. Quand on a mais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de tokpa. Tokpa, c'est quelque chose qui, admettons, cesse. Tokpa, mais pas, ça veut dire que c'est incessant. Mais c'est pour ça que ces mots, vous pouvez les prendre tels quels. Mais je me répète un peu, mais attention, ces mots de vocabulaire, c'est un peu une suggestion. Ça ne veut pas dire que vous devez tous les apprendre, hein, pas du tout. Là, on joue avec, c'est pas mal. Dans cette leçon, on a un peu joué avec les mots de vocabulaire. Mais notre travail fondamental, ensuite, n'oubliez pas, notre travail fondamental, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de faire l'analyse, c'est d'avoir des repères dans l'analyse. Ça, c'est notre travail, hein, vraiment. Ça, c'est important. Et donc, on voit là, il y a des tas de tangs, etc. Bon, bah ok, même si on ne sait pas ce qu'il y a avant tang, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on apprend, c'est à se repérer dans le texte. Bon, après, on se rend compte, bien sûr, que si on voulait parfaitement comprendre le sutra, alors là, il faut cumuler toutes les connaissances. C'est-à-dire, il faut avoir des connaissances de vocabulaire, des connaissances de verbes, de grammaire, de tout. Et bon, ça, c'est normal. Mais pour l'instant, personne ne nous demande de traduire le sutra de la pousse de riz. Hein. Pour l'instant, sur la base du sutra de la pousse de riz, encore une fois, le sutra de la pousse de riz, pour nous, c'est notre bac à sable. Hein. C'est notre terrain. On se sert du sutra comme d'un terrain. Donc on explore le terrain. C'est la seule chose qu'on fait. On ne cherche pas à traduire le sutra. On explore le terrain. Et c'est très bien. Quitte à explorer un terrain, ben on explore un joli terrain. Et voilà. Mais disons, c'est le but. Ok ? Ben, je suis en train même de me dire, ben, après c'est à vous de me dire, mais je peux peut-être la prochaine fois vous proposer un support sur la base de ce matériau, mais sans vous donner un matériau supplémentaire. Mais je reprends ce matériau et je combine quelque chose avec ça. C'est-à-dire, je mets l'accent sur tel aspect. Ok, on fait comme ça ? J'essaierai de faire quelque chose sur la base de ce matériau. D'accord ? Ok, très bien. On va s'arrêter là, parce que sinon, voilà, on va exploser trop l'horloge. Allez. Sonam de tamche zingpani tomne nyebe donam pomjene kiegana che bolak tupai sibe tsole roa dolwaraisho. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence à ce cours et puis on se retrouve bientôt, normalement la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Merci.